Faisons donc un petit exercice mental. Je sais que vous l'avez tous déjà fait, donc cela va sûrement vous sembler familier. Imaginons tous, pendant un instant, que nous sommes tous des seigneurs de guerre médiévaux conquérants. D'accord, disons que vous voulez étendre votre territoire et votre empire, que feriez-vous? Eh bien, d'un point de vue stratégique, une façon de commencer serait de viser les zones plates et ouvertes. Pourquoi? Parce qu'elles sont faciles à traverser, vous voyez? Et toutes les personnes vivant dans ces zones sont pratiquement des cibles faciles. Elles n'ont rien pour se fortifier. Ce ne sont que des zones plates. Vous pouvez simplement y aller. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Construire une forteresse en bois? Ces zones sont faciles. Mais historiquement, il a toujours été admis que les zones les plus difficiles et les peuples les plus difficiles à conquérir ont presque toujours été les peuples des montagnes. Les peuples des montagnes utilisent souvent leur terrain et l'altitude à leur avantage. Ils savent tout se cacher, se replier, attaquer et disposent d'une meilleure vue sur les vallées. Les peuples des montagnes ont souvent représenté un fardeau majeur pour de grands empires. C'est pourquoi les Mongols n'ont jamais franchi l'Himalaya. Les Russes ont rencontré de grandes difficultés à conquérir les Circassiens dans les montagnes du Caucase. Les peuples montagnards semblent toujours les plus résistants. Avec tout cela en tête, il n'est pas surprenant que, partout dans le monde, presque toutes les régions montagneuses offrent quelque chose de fascinant. En général, on peut trouver une grande variété de groupes ethno-linguistiques et ils sont souvent subdivisés en tribus et en clans. Dans le Caucase, on trouve plus de 50 groupes ethniques, parfois sans lien comme les Tcherkesses et les Arméniens. Dans les Andes, il y en a 60 à 90. Dans les hautes terres centrales, entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, on compte environ 300 groupes ethno-linguistiques. Et aujourd'hui, je veux vous emmener dans ce qui est sans doute la plus grande région de peuples montagnards sur Terre. Elle occupe une superficie à peu près équivalente à celle du Kazakhstan. Il y a des centaines de peuples différents isolés dans les montagnes qui gèrent leurs propres affaires depuis des milliers d'années. Cette région est parfois appelée collectivement Zomia, ou comme j'aime l'appeler, le pays secret et caché au sein de l'Asie du Sud-Est. Passons à la géographie. Salut tout le monde, je suis votre hôte Barbs et oh là là, quelle surprise! Qu'est-ce que j'ai ici? C'est une tasse Geography Now, la 4e du genre. Vous pouvez l'obtenir sur geographynow.com. Allez voir le site web, on a plein de super produits. Sweat à capuche, sac à cordon, tasse polyvalente. Mettez-y ce que vous voulez, même le gactougi de votre mère. Qui s'en soucie? Comme je le dis toujours, ce n'est pas vendre son âme si c'est votre propre marque, non? Il y a quelques mois, je suis allé en Chine pour tourner la vidéo du guide de Chengdu, c'était incroyable. C'était ma première fois en Chine et j'étais excité, mais beaucoup l'ignorent. En réalité, ce n'était que la moitié du plan, car je vous ai demandé où aller si j'allais en Chine. Et vous m'avez suggéré le Sichuan et le Yunnan, donc à l'origine, j'étais censé aller à Chengdu et à Shangri-La, qui se trouvent dans la préfecture autonome de Deqing, dans le Yunnan. Vous m'avez suggéré d'aller à Shangri-La. Donc je me suis dit, d'accord, je vais le faire. Le problème, c'est quand je suis arrivé à mon escale en Chine. Le truc, c'est que ma mère et moi, nous n'avions pas de visa chinois. Nous avons simplement utilisé l'autorisation sans visa de 10 jours que les Chinois permettent, comme les Américains peuvent aller en Chine pendant 10 jours sans visa. Il suffit de montrer l'hôtel où vous séjournez pour rester 10 jours sans visa. J'ai fait cela, mais ils m'ont dit, vous allez à Shangri-La, vous ne pouvez pas y aller en avion. Sans visa chinois, il est impossible de prendre l'avion pour une préfecture autonome. Je ne savais pas que je devais faire des recherches. Je ne me rendais pas compte que je ne pouvais pas, alors j'ai dû annuler mon vol et mon hôtel pour Shangri-La. C'est mon plus grand regret de mon voyage en Chine. Je n'ai pas été autorisé à aller au Yunnan, je rêvais du Yunnan. Et j'étais en fait plus excité d'aller au Yunnan qu'à Chengdu. Aucune offense, Chengdu moi. Mais le Yunnan, c'était comme où, cet endroit et pourquoi? Le Yunnan, qu'est-ce qui rend le Yunnan si spécial? Eh bien, c'est parce que, parmi tous les endroits en Chine, le Yunnan se distingue vraiment. Pourquoi? Parce que la Chine compte 56 groupes ethniques reconnus dans son pays. Et parmi ces 56 groupes ethniques reconnus, presque la moitié, soit 25 d'entre eux, se trouvent dans le Yunnan. Le Yunnan est la région la plus diversifiée ethniquement de toute la Chine. Et ce genre de choses me fascine, vous savez, tout l'aspect démographique du Yunnan. À Kunming, la capitale, il existe un village ethnique présentant les cultures de tous les groupes, mais le Yunnan n'est qu'un volet d'une histoire bien plus large, qui s'étend sur plus de 3500 km avec plus de 100 millions d'habitants, divisés en environ 200 groupes répartis en 6 grandes familles dispersées dans 5 à 10 pays selon la façon dont on voit les choses, en Asie du Sud-Est. Et parmi ces quelques 200 groupes ethno-linguistiques montagnards, aucun d'entre eux n'a son propre pays. Certains ont une certaine autonomie,
mais restent soumis aux grandes nations. Pourtant, entrer dans ces régions donne presque l'impression d'être dans un autre pays. Parce qu'alors, on commence à entendre et à voir différentes langues parlées et écrites, et différentes coutumes et traditions pratiquées par ces personnes. De l'autre côté de la montagne, on trouve un groupe ethno-linguistique totalement différent, avec une langue et des coutumes propres, rendant la société hétérogène très évidente. C'est le massif d'Asie du Sud-Est, des montagnes qui s'étendent comme des tentacules du sud de la Chine vers diverses régions d'Asie du Sud-Est. C'est la région la plus diversifiée ethno-linguistiquement de toute l'Asie. Et en 2002, ce terme géographique a été inventé, Zomia, par l'historien Willem van Schendel de l'université d'Amsterdam pour désigner l'immense masse de l'Asie du Sud-Est continentale qui, historiquement, a échappé au contrôle des gouvernements. En se basant sur les centres de population des basses-terres, il s'est inspiré du mot Zomi, qui signifie montagnard dans plusieurs langues tibéto-birmanes de la région. Et cette région, aujourd'hui appelée Zomia, compte plus de 100 millions de personnes qui sont, comme mentionné, réparties en 6 grands groupes ethno-linguistiques familiaux. Il s'agit des Austro-Asiatiques, des Hmong-Mien, des Thaï-Kradai, des Sino-Tibétains, des Indo-Ariens et des Austronésiens. Certains affirment que le plateau tibétain appartient aussi à la Zomia en raison du lien sino-tibétain, mais il n'existe pas de frontière précise. Mais pour les besoins de cette vidéo, je vais surtout me concentrer sur les hautes terres d'Asie du Sud-Est, car c'est là que se trouve la plus grande concentration. Donc, cela étant dit, qui sont les Zomiens? Eh bien, évidemment, comme nous l'avons mentionné auparavant, il n'existe pas un seul type de Zomien. Ils sont tous répartis entre différentes langues, différents peuples, groupes et coutumes, ou peu importe. Mais une chose que vous remarquerez, c'est que beaucoup de ces personnes s'inspirent les unes des autres en ce qui concerne les coutumes, les traditions et les systèmes de valeurs. Par exemple, ils sont très similaires aux peuples de la région du Caucase, vous savez, les montagnes du Caucase, et les zones eurasiennes entre la Russie et, vous savez, l'Asie. Tout ça, comme vous, comme dans la région du Caucase, vous voyez? Les vêtements traditionnels, comme beaucoup d'entre eux, vous savez, les hommes portent le long manteau traditionnel avec les poches à balles, ou bien ils portent les telpex. Les chapeaux en peau de mouton, ils font tous à peu près la même chose. Peut-être qu'ils taillent les chapeaux un peu différemment, ou que les manteaux sont un peu différents. Mais le point, c'est qu'ils se copient tous un peu les uns les autres, et ils ajoutent juste une petite nuance qui leur est propre. Vous savez, c'est un peu comme ça dans cette région de Zomia, avec ces peuples des collines. Donc, évidemment, je ne peux pas expliquer chacun des quelques 200 groupes ethniques que l'on trouve dans cette région. Mais ce que je vais faire, c'est résumer chacune des 6 principales familles ethno-linguistiques présentes dans ces régions, ainsi que le plus grand groupe au sein de ces familles ethno-linguistiques. D'accord? Alors avec ça, commençons. Premièrement, nous avons les peuples austro-asiatiques. Essentiellement, ce sont des peuples qui sont en quelque sorte les cousins des Cambodgiens et des Vietnamiens. Parmi tous, Vietnamiens et Cambodgiens sont désormais les plus nombreux. Pourtant, le principal groupe reste les Wa. Avec environ 1,2 million de personnes, ils sont répartis dans plusieurs régions, mais principalement dans les parties nord-est de ce qui est aujourd'hui le Myanmar ou la Birmanie. Principalement dans les États Shan et Kachin et dans certaines zones du Yunnan en Chine. Ces personnes ont des racines culturelles liées à leurs traditions animistes autochtones, très similaires à celles de leurs cousins, le peuple Naga que l'on trouve en Inde, au Nagaland. Mais c'est très intéressant parce qu'en Birmanie, le peuple Wa a en fait son propre État autonome. C'est une région autogérée de Jure en Birmanie qui possède son propre système politique, ses divisions administratives et son armée. Oui, ils ont même leur propre armée. L'État Wa reconnaît la souveraineté du gouvernement birman sur ses territoires, mais il précise que cela n'implique aucune allégeance à un gouvernement spécifique. En 2008, le gouvernement birman a officiellement reconnu la partie nord de l'État Wa comme la division autonome Wa de l'État Shan. Elle est dirigée par le parti de l'État Wa, qui s'est séparé du Parti communiste de Birmanie. L'État Wa est divisé en 3 comtés, 2 districts spéciaux et une zone de développement économique. Et ce qui est drôle, c'est que la Chine coopère fortement avec l'État Wa. En fait, ils utilisent même le yuan chinois dans cette région. Vous pouvez l'utiliser et ils apprennent aussi le chinois dans leurs écoles de l'État Wa. Petite anecdote, les femmes de l'État Wa ont une danse où elles font tourner leurs cheveux, souvent visibles sur les photos. Quand vous cherchez Wa, les gens aiment la danse des cheveux fouettés. Donc ce sont les peuples austro-asiatiques. Ensuite, les peuples Hmong-Mien, présents surtout dans le nord du Laos et du Vietnam, et un peu dans le sud de la Chine. Ce groupe ethnique est intéressant car il constitue un isolat, n'étant lié à aucun grand groupe ethno-linguistique d'Asie. Ils sont un peu seuls, ils n'ont pas d'autres cousins, ils restent simplement entre eux. Le peuple Hmong est assez reconnu à l'international, étant l'un des plus grands groupes de la diaspora parmi les peuples d'Asie du Sud-Est,
notamment les montagnards de la région de Zomia. Juste une petite connotation personnelle. Après des périodes de guerre comme la guerre de Corée et la guerre du Vietnam, il y a eu plusieurs vagues de migration de réfugiés vers la région du Midwest des États-Unis. Et en fait, ma famille fait partie de ceux-là, venant de Corée. Après la guerre de Corée, c'est comme ça que ma famille a fini par s'installer aux États-Unis. Et donc, lors de l'une de ces vagues de migration, il y avait le peuple Chmong après la guerre du Vietnam. Et beaucoup d'entre eux sont venus au Minnesota et au Michigan. Et vous pouvez voir beaucoup de panneaux écrits en langue Hmong. Et les Chmong ont 3 façons d'écrire leur langue. C'est fou, ils ont 3 alphabets différents, dont un qui est même en lettres latines. Si vous avez vu Gran Torino avec Clint Eastwood, il interagit avec le peuple Chmong et on découvre beaucoup de leur culture. J'adore ce film, il est vraiment cool. Mais oui, culturellement parlant, ils ont beaucoup de racines basées sur leurs traditions animistes et chamaniques. Le peuple Hmong est divisé en 18 clans patrilinéaires et l'appartenance au clan est très importante. Par exemple, lorsqu'ils se rencontrent, ils demandent toujours « De quel clan es-tu » Des tissus d'histoire finement brodés. C'est ainsi qu'ils préservent leur culture et leur mythologie, et ces tissus indiquent généralement de quel clan vient la personne Hmong. Ils utilisent souvent l'orgue à bouche lors de célébrations et funérailles. Quant à la cuisine Hmong, je l'ai goûtée une fois et j'ai trouvé ça incroyable. La saucisse Chmong, ils sont célèbres pour leurs saucisses comme les saucisses Hmong. Elles ont une petite touche sucrée, mais elles sont aussi consistantes et copieuses. Si tu n'as jamais goûté la cuisine Hmong, oh là là, essaie-la, c'est vraiment bon. Ensuite, les peuples Thaï ou Kra-Dai. Ces gens sont en gros apparentés aux Thaïs et aux Laotiens, les plus nombreux, tu sais, comme les peuples des montagnes, leurs cousins. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ouais. Le plus grand groupe des peuples Thaï ou Kra-Dai, qui ne sont pas Thaï ou Laotiens, ce sont les Shan. Le peuple Shan constitue le plus grand groupe ethnique minoritaire au Myanmar. Ils représentent environ 10% de la population, je crois, du Myanmar, les Shan. Ils sont un peu comme des Thaïs burmanisés. Si cela a du sens, vous voyez, c'est comme s'ils fusionnaient à la fois la culture birmane et la culture thaïlandaise. Mais oui, la plupart d'entre eux sont bouddhistes, plus précisément dans la branche Theravada, où ils suivent leur propre religion populaire thaïlandaise. Ils parlent le Shan, langue assez proche du Thaï et du Lao, ce qui permet une certaine compréhension mutuelle. Ils ont beaucoup de coutumes traditionnelles uniques, comme la danse du cerf et la danse Kinara. La cuisine Shan est très distincte et unique. Du riz à l'huile pilée accompagné de racines d'ail. Ou ceci, je crois que ça se prononce Nam Niao, comme pour le peuple Shan, connu en Thaïlande et au Laos. Quand ils auront une opinion sur ces gens, ce sont les cousins bizarres, là-haut au Myanmar, tu vois? C'est comme, ouais, maintenant on passe au peuple sino-tibétain. Ces gens sont les cousins éloignés, comme le nom l'indique, des Tibétains et dans une certaine mesure des Birmanes. Très très éloignés. Les Chinois, sino-tibétains, birmans, ils sont tous des cousins vraiment très éloignés les uns des autres. Mais bon, tu comprends l'idée de toute façon. Il existe de très nombreux sous-groupes parmi les peuples sino-tibétains, des peuples des collines de Dzomia. Mais le plus grand est celui des Karens. Ce n'est pas Karen, c'est Karen. Les Karen se trouvent principalement dans les hautes terres, répartis entre le Myanmar et la Thaïlande, et eux-mêmes sont divisés en de nombreux clans et sous-clans. Le plus célèbre, dont vous avez probablement vu des photos, est le peuple Kayan ou les Karens rouges. Vous savez, les femmes avec les longs colliers autour du cou qui allongent et étirent de leur cou, ces personnes-là, ce sont elles, les Karens, et il y a aussi tout un tas d'autres groupes sino-tibétains. Comme les Lahus, ils sont célèbres pour avoir plus de 40 styles de danse différents. Et ils utilisent beaucoup la gourde comme totem dans de nombreuses coutumes. Et les Lahus, les gens adorent utiliser des piments dans leur cuisine. Ils ont certains des plats les plus épicés. Il y a aussi les Hakka, ils sont célèbres pour avoir les entrées Hakka dans leur village. C'est vraiment cool. C'est comme une porte en bois sculptée, ornée de sculptures élaborées des deux côtés, représentant des images d'hommes et de femmes. Ce sont ce qu'on appelle les portes des esprits dans les villages Hakka. Oui, il y a les groupes sino-tibétains puis indo-ariens. Aujourd'hui, de nombreux peuples indo-ariens existent et l'Inde compte environ 75% d'indo-ariens. Mais dans cette région de Zomia en particulier, il n'y a vraiment qu'un seul grand groupe indo-arien dans les zones montagneuses de ce qu'on considère comme Zomia. Le peuple assamais, ou les parties les plus à l'ouest, vous savez, à la frontière de ce qui est aujourd'hui l'Inde et le nord du Bangladesh, tout ça, les Assamaïs sont très uniques. Mais tout d'abord, dans leur culture, vous voyez, il y a beaucoup plus d'influence de l'indosphère. Ils sont comme les cousins de leur peuple indo-arien, plus à l'ouest en Inde. Ils ont beaucoup de symboles pour leur identité, par exemple. Ceci, je crois que ça se prononce Orai, c'est une cloche en métal. Et beaucoup de gens auront le gamosa, qui est un tissu honorifique traditionnellement utilisé comme couvre-chef. Vous verrez beaucoup de gens le porter. Ils ont énormément de festivals, trop pour tous les citer.
Ils ont leurs propres pièces de théâtre traditionnelles et des spectacles musicaux avec leurs propres instruments de style assamais. Ils sont très forts en artisanat du bois, surtout pour les bateaux. Vous savez, ceci ici s'appelle le bateau de plaisance. Et c'est fou parce que, comme les Assamès, ce sont vraiment les gens au carrefour, le véritable carrefour entre le monde indo-arien et le monde d'Asie du Sud-Est. Et ce sont des gens des collines. Avec le temps, ils ont intégré des éléments des divers groupes migrants de la région, tout en développant leurs propres coutumes uniques. Et c'est vraiment cool, je veux dire, les Assamais, l'incroyable Assam, et enfin les Austronésiens. Ces personnes sont lointainement apparentées à d'autres groupes austronésiens, comme les Malais, les Indonésiens, les Philippins et même les peuples de Madagascar. Oui, la famille austronésienne est vraiment grande, mais en Zomia, elle est en fait assez petite, à tel point qu'il s'agit du plus petit groupe ethno-linguistique de la région des peuples des collines de Zomia. Il se trouve presque uniquement dans le sud du Vietnam et du Cambodge. Il existe quelques groupes austronésiens, le plus grand étant le peuple Cham. Les Cham sont célèbres pour être les descendants du royaume de Champa. C'était le royaume que le Vietnam a combattu sans relâche et conquis, ce qui leur a permis d'étendre leur territoire vers le sud jusqu'au delta du Mékong. En gros, les régions du sud du Vietnam étaient autrefois des terres Cham, en quelque sorte, et aujourd'hui on peut encore voir de nombreux sites anciens de Champa, comme celui-ci juste ici, Mi Son Chom. Les peuples ont leur propre système d'écriture, qui ressemble un peu, je trouve, à des cœurs qui fondent. Et ils descendaient de l'ancien système d'écriture Cham, qui est la plus ancienne attestation connue d'une langue austronésienne. Et oui, c'est juste intéressant. Quand on pense au peuple austronésien, on imagine surtout des régions insulaires comme l'Indonésie, les Philippines ou Madagascar. Mais dans la péninsule d'Asie du Sud-Est, il y a des Austronésiens qui vivent au milieu des collines. Ce n'est pas un peu intéressant? C'est plutôt cool, non? Donc voilà, c'est ça. C'est un résumé très très bref et condensé de tous les principaux et plus grands groupes ethno-linguistiques et familles que l'on peut trouver dans cette soi-disant région de Zomia en Asie du Sud-Est. Il y en a bien d'autres que je n'ai pas cités, plus de 200 au total, je ne peux pas tous les évoquer. Mais j'ai pensé que j'allais simplement mettre en avant les plus grands et vous donner un aperçu, effleurer la surface de toute cette région unique. C'est tellement fou parce que moi je trouve ce genre de choses fascinant, c'est dingue, il n'y a pas vraiment de logique. Ils sont tous comme dispersés et éparpillés les uns parmi les autres, et ils restent tous un peu fidèles à leurs habitudes. Et ils ont leur propre mode de vie autonome, qu'on retrouve dans ces grands pays, mais cachés et enfermés dans ces régions montagneuses. Le monde n'est-il pas fou comme ça? N'est-ce pas fou comment les groupes sociaux et les communautés se séparent en ces poches étranges à travers le monde? J'adore ce genre de choses, pas toi? J'espère que tu as passé un bon moment, que tu as aimé cette vidéo, que tu as appris quelque chose, et voilà, reste cool, reste à l'écoute, à bientôt.